Bienvenue dans ce simulateur de conscience. Veuillez ajuster ce dispositif sur vos oreilles et garder une position horizontale. Vous entrez désormais en phase de désynchronisation euclidienne. Par ce procédé, vous allez accéder virtuellement au rêve d'une entité aléatoire que nous appelons vecteur. Vos signaux répondent positivement. Vous pouvez désormais franchir le seuil qui sépare le conscient de l'inconscient. Quelque part, le prisme vous attend. Au départ, il y a l'obscurité. J'ai mal au crâne. Je peine à reprendre mon souffle. Je me calme et reprends possession de mes sens. Mes yeux se font à la pénombre, timidement. Elle finit par laisser place à une lumière fade et distante qui me permet de voir autour de moi. La dalle sur laquelle j'ai repris mes esprits est faite de nacre iridescente. Quelques gouttes de sang jonchent le sol. Alors je porte la main à mon visage et constate avec soulagement qu'une simple coupure à l'arcade en est la cause. Je me lève tant bien que mal et la douleur me saisit sans attendre. J'ai dû faire une chute sérieuse car mon corps est sensible et douloureux, comme lorsque l'on met le doigt sur un ecchymose encore frais. Mais tout cela n'est rien. Rien à côté du moment qui suit. Celui où je décide de lever la tête pour tenter de me situer dans l'espace. Mes yeux n'acceptent pas ce qu'ils voient. Je dois rêver ou devenir fou. En levant les yeux vers le zénith, mon premier réflexe fut de croire que j'étais au fond d'un gigantesque puits. Car du ciel, je ne vis qu'une petite part, comme si l'on regardait le jour par un tube de carton placé devant l'œil. J'essaye de distinguer les parois du gouffre, mais à mesure que je m'accommode à la luminosité et que je m'approche des murs de ma prison, la vérité m'apparaît et me provoque instantanément un haut-le-cœur puissant qui manque de me faire choir. Les parois du puits ne sont pas faites de pierre, mais d'un liquide sombre et saumâtre. Et je comprends que le trou au fond duquel je me trouve s'est formé au cœur de l'océan. À vue d'œil, plusieurs centaines de mètres me séparent de la surface. En passant ma main à travers ce mur océanique qui m'encercle, je sens bien la texture insaisissable de l'eau, le bien-être presque fétal qu'elle seule s'est procuré. Mais alors que je retire ma main de cette paroi étrange, elle ressort totalement sèche. Aucune goutte ne perle entre mes doigts. Je relève à nouveau la tête, interdit. Une gigantesque et sombre masse semble piégée dans le mur d'eau juste au-dessus de moi. Et seule une partie de l'objet dépasse des eaux. C'est une coque rouillée et métallique, maquillée de peinture blanche et écaillée. Je plisse les yeux pour tenter de déchiffrer ce qui ressemble à de grosses lettres sur le flanc de l'objet. Non sans effort, j'y parviens. Marie Céleste. Sans même m'en rendre compte, mes jambes me lâchent et je me retrouve sur mes genoux, à sangloter doucement, presque en silence. Je reconnais ce nom. C'est celui de mon navire. Alors seulement, je laisse la terreur me gagner. Comment je suis arrivé ici, je l'ignore. Ma mémoire ne parvient pas à remonter à plus de quelques heures. Je me souviens simplement de mon bateau et d'une tempête aux proportions bibliques. J'ai le sentiment confus que sur ce bateau, je n'étais pas seul. Étais-je un membre d'équipage sur un navire de pêche, un océanographe, un touriste parti trop loin du rivage? Cette perte totale de mon identité me perturbe. Mais mon instinct m'oblige à remettre ces questions à plus tard. Mes yeux voient maintenant clair dans ce crépuscule figé, et tout devient plus étrange. Tout autour de moi, je distingue des formes qui flottent en l'air, immobiles, comme pétrifiées. J'ai d'abord cru à des débris du bateau, mais ils sont trop nombreux. Je marche jusqu'à l'un d'eux, flottant assez près du sol pour que je le touche. Mes doigts rencontrent une matière flasque et organique. Je recule, horrifié. C'est une pieuvre que je viens de serrer entre mes doigts.
Je commence à échafauder des théories sur ce qui m'arrive. Si c'est un rêve, je n'en connaissais pas d'aussi puissant et palpable. Ce puits d'eau ressemble au cœur d'un maelstrom, ces puissants trous noirs océaniques qui se forment lors de fortes tempêtes. Comme si mon bateau avait été happé par ce gouffre infini de ténèbres. Je suis probablement mort, car si je ne me souviens plus de qui je suis, j'ai encore quelques notions de physique. Survivre à une chute de plusieurs centaines de mètres ne semble pas du domaine du possible. Et pourtant me voici, errant dans ce temps arrêté. Je dois rester pragmatique. Si je ne suis pas mort et que je ne rêve pas, peut-être y a-t-il une raison à ma présence ici-bas. S'il me garde vivant malgré ma chute, cet endroit a un projet pour moi. C'est en tout cas à cette idée que je me raccroche. En scrutant mieux la dalle au sol, je constate qu'elle semble manufacturée. Chaque portion a été taillée et assemblée avec minutie. Suis-je sur les lieux d'une ancienne cité engloutie ? Sa préservation est trop parfaite. Pas de sable ni d'algues, comme si la vie ne parvenait pas à prendre racine sur cette surface. Je décide, comme le font les enfants, de suivre le tracé des dalles. J'essaye de compter mes pas, d'estimer les distances. Curieusement, je n'ai plus peur. Je suis presque exalté de traverser ce lieu hors du temps. Au bout d'une vingtaine de minutes, je distingue enfin une forme qui s'annonce dans la pénombre. C'est une sorte de portail de pierre qui mène vers les sous-sols, comme celui qui garderait l'entrée d'un mausolée antique. À mesure que je m'approche des marches, un grondement sourd se fait entendre, comme si les mécanismes d'une gigantesque machine venaient de se mettre en branle. Tout de suite, mon instinct m'indique que quelque chose va se passer, et je comprends que le maelstrom a décidé de reprendre vie. L'escalier s'enfonce dans une obscurité épaisse et terrifiante. Sans même réfléchir, je cours et je m'engouffre dans cette issue qui me mène vers les limbes. Quelques secondes après, le maelstrom s'effondre et des trompes d'eau dévorent la plaine de marbre dans un vacarme assourdissant. Mais il n'y a pas de porte pour retenir les torrents qui s'annoncent. Je me vois déjà flotter parmi les méduses réveillées. L'eau est là, devant moi, qui se déroule tel un tapis de mort. Plus que quelques mètres avant que l'océan ne s'abatte sur moi. Machinalement, j'inspire de toutes mes forces. Je ferme les yeux pensant ne plus les rouvrir. Et j'attends. Mais rien. J'attends encore quelques secondes avant de rouvrir un œil incrédule. L'eau a bien tout recouvert, mais par un miracle inquiétant, elle s'est arrêtée sur le pas de ma porte, comme si une paroi de verre me protégeait. Et je vois les méduses danser derrière cette paroi invisible. Il ne me reste plus guère de choix quant à ma destination. Je dois m'enfoncer dans le monde qui dort sous le Pacifique. Je n'ai rien pour m'éclairer. Heureusement que les parois qui entourent l'escalier sont étroites, elles me servent de guide pendant ma descente. Perdu dans ce boyau infini, mon esprit vagabonde sur l'édifice que je traverse. Qui a construit ces marches ? Qui a posé la dalle de marbre ? Vu la hauteur du maelstrom, ce lieu est profondément enfoui sous les mers. Est-ce la survivance de quelques cités atlantes ? Cette partie du monde fut-elle un jour à ciel ouvert ? Cela n'explique pas pourquoi les flots se sont ouverts sous mon bateau, pourquoi l'eau s'est figée, par quelle magie s'est-elle arrêtée à l'orée de mon refuge. Voilà plusieurs heures que je marche. J'ai dû descendre 1 kilomètre ou 2. L'air devrait se raréfier, et pourtant plus je me rapproche du cœur de notre planète, plus l'air est frais, presque mentholé. Soudain, mes pieds ne trouvent plus de marche, mais un sol plat et rassurant. J'avance de quelques pas et je rencontre un mur froid. Une douce fréquence vibre dans l'air, et une lumière bleuâtre éclaire mon chemin. Je suis au cœur du monde. Étrangement, je me sens de mieux en mieux, comme si tout cela avait un but, comme si c'était ici qu'on m'attendait. Je n'ai pas à chercher mon chemin là encore, car seul un couloir me propose une issue. La lumière bleue pulse comme une respiration,
et les murs du couloir sont comme des bras de pierre qui me protègent de l'angoisse qui devrait me saisir. Au bout de quelques minutes, le passage s'agrandit et débouche sur un espace titanesque dont je devine à peine le plafond. D'un coup, la lumière bleutée se propage et illumine cet entrepôt dément. Il me faut du temps pour comprendre ce que je contemple. On dirait un musée qui exposerait des structures immenses et oubliées. Le temps que la lumière se diffuse, je spécule, mais très vite, je dois me rendre à l'évidence. Ce sont des épaves. Juste devant moi, c'est une somptueuse caravelle du XVIIIe siècle qui sommeille. Sa coque est mangée par les algues et les coquillages, mais elle a gardé son aura majestueuse. Je marche d'un pas pressé le long de sa coque pour distinguer l'épave voisine. C'est un sous-marin russe de l'après-guerre. Il est posé sur le flanc et sa lugubre hélice repose à ses pieds. Entre les deux épaves, une allée sans fin perd mon regard. Je l'emprunte le cœur battant. Je vois défiler des épaves de tout temps et de tout type. Ici un biplace de 1940, là un bathyscaphe de quelque expédition. Des galères romaines, des dracars presque intacts. J'ai l'impression de traverser l'histoire, d'errer dans les cimetières du temps. J'ai tellement de questions que je n'arrive plus à penser. Qui a récupéré ces épaves et les a entreposées de la sorte, et dans quel but? Avec quelle technologie? On dirait d'une collection lugubre, un cabinet de curiosités, caché sous les abysses. Ce qui est certain, c'est que ce lieu n'a rien d'humain. La hauteur sous plafond est trop gigantesque, la lumière n'a pas de source identifiable, comme si c'était l'air lui-même qui luisait. Des câbles s'échappent de chaque navire et partent sous le sol, comme si les épaves servaient de batterie ou de carburant. Cette idée me met mal à l'aise et je poursuis ma marche afin de connaître la fin de ce songe impossible. Comme la salle semble s'étendre à perte de vue, je décide de changer d'approche et je quitte l'allée centrale pour longer les murs d'enceinte. Et au bout de quelques heures, mes efforts payent enfin. Une porte s'ouvre sur une salle à taille humaine. Même si je ne reconnais aucun des instruments, ils semblent médicaux. Mais le lieu est abandonné. Les ustensiles sont en désordre et les machines semblent dormir. Cette pièce n'est que la première d'un véritable labyrinthe. Tant de salles sont indescriptibles. Leur architecture ne révèle rien de leur fonction. Les volumes sont étranges, comme prévus pour une autre espèce que la nôtre. Certaines salles ressemblent à des dortoirs, mais qui, en guise de lit, n'offrent que des cocons ovoïdes de métal, également répartis. On sent que ce lieu était complexe et fonctionnel. Une sorte d'usine hors du temps, au but inconnu. Je devrais ressentir le froid, la faim et la fatigue, mais mon excitation est trop grande pour que mon corps me rappelle à l'ordre. C'est alors que je fais ma première rencontre. Nos rapports sont plutôt courtois et pacifiques, car la créature est morte. Si la communication est impossible, au moins tout danger est écarté. D'une forme vaguement humanoïde, l'entité a dû mourir de vieillesse ou de fatigue. Aucune trace de lutte, ni de blessure quelconque. L'aspect de mon nouvel ami m'a d'abord rappelé celui d'un chevalier en armure. Mais plus je l'observe, plus je réalise que l'acier ressort de sous sa peau, comme un exosquelette. Une chair bleuâtre le recouvre par endroits. Un dispositif pend à son cou. On aurait pu le prendre pour un collier, mais sa complexité et les différents mécanismes qui le composent appellent à quelques manipulations. Alors que je le saisis, je suis pris d'un étrange vertige, et mes muscles ne répondent plus. Des images étranges traversent mon esprit, comme si j'étais en transe. Dans ma vision, je suis encore dans ce lieu, mais cette fois-ci, il est plein de vie et d'animation. Des centaines d'entités semblables à la créature s'affairent au cœur de la mégastructure. Certains tirent des leviers, d'autres s'affairent auprès de machines aux mécanismes grotesques et formidables. Je suis capable de voler et de diriger mon regard où bon me semble, comme si je n'étais qu'une âme vagabonde. Ainsi, je virevolte entre les ouvriers et les contremaîtres, les scientifiques et les manutentionnaires. C'est en tout cas les rôles que je leur attribue.
je débouche dans une vaste salle vitrée, comme un gigantesque aquarium qui donnerait sur l'océan. Et soudain, une épave de bateau militaire sombre devant l'immense baie vitrée, et des créatures en scaphandre viennent l'arrimer à l'aide d'immenses câbles. Ils sont en train de récupérer le navire. Les humains qui étaient bloqués dans le bateau sont secourus grâce à des sortes de bulles d'air luminescentes et emmenés dans des submersibles. Mon cerveau bouillonne de milliards de questions. Je change de pièce, encore abasourdi par ce que je viens de voir. Dans ce nouvel espace, j'imagine une sorte de salle de contrôle. Je remarque une entité assise devant une centaine d'écrans. Chacun d'entre eux représente une vue très différente, comme si les caméras avaient été postées sur une multitude de planètes distinctes. Il est une chose cependant qu'elles ont en commun. Toutes les caméras sont braquées vers une sorte de prisme lumineux qui flotte au-dessus du sol. Quelle est la fonction de ces formes ? Ont-elles un rapport avec ce qui se trame ici ? Une force invisible m'attire vers ces prismes divins. Mon esprit s'éclaircit et je réalise que ce peuple joue un rôle qui nous échappe dans la marche de l'univers. Dans ma vision, j'appuie sur un bouton verdâtre situé sous l'un des écrans. Le paysage de cette planète est si beau que je tente machinalement d'interagir avec ce lieu. Et alors que je pensais déclencher quelque action à distance, c'est en fait mon corps qui est transporté dans ce lieu sur l'écran. Je devrais être surpris, mais plus rien ne m'étonne. Je décide d'embrasser le destin étrange que l'univers me réserve. Je suis maintenant sur une plage dont le sable turquoise scintille de 1000 feux, en raison des 2 soleils qui baignent le rivage. La végétation est comme nulle autre pareille. On dirait presque qu'elle est animale tant elle semble respirer, à l'unisson avec ce lieu. Je marche, émerveillé, sur cette plage d'un autre monde. Je sens le sable chaud s'infiltrer entre mes orteils. La brise est douce et tempérée, et je me laisse gagner par une sorte de bien-être qui me chatouille le ventre, comme lorsqu'un rire prend sa source. Un profond sentiment de bien-être envahit chaque pore de ma peau, chaque cellule de mon corps. Un peu plus loin luit le prisme au-dessus des dunes. Je ne m'étais même pas rendu compte que je marchais vers lui. À ma droite, soudain, s'élève dans le ciel une nuée d'oiseaux aux couleurs impossibles qui luisent au soleil dans des reflets de pétrole. Je marche vers les dunes et les dépasse en quelques dizaines de pas. Elles bordent une gigantesque vallée qui s'étend sur des dizaines de kilomètres. Dans le creux de cette vallée se niche une sorte de temple antique. Et ce que je prends d'abord pour des colonies de fourmis est en fait une nuée d'entités humanoïdes. Comme moi, elles marchent vers le prisme. Comme moi, elles cherchent à rejoindre sa lueur chaleureuse et apaisante. Je me joins, paisible, aux milliers d'âmes qui se pressent en ce lieu. Toutes semblent venir des confins de la galaxie. Leurs couleurs et leurs formes sont innombrables. Elles me regardent toutes comme si elles m'attendaient. Du temple se dégagent des ondes de sérénité et de paix universelle. Alors qu'enfin je pénètre en son sein et que j'en gravis les marches intérieures, je sens en moi monter toutes les pensées de l'univers. Je vais enfin savoir ce que cachent ces architectures flottantes et lumineuses que j'appelle prismes. C'est mon tour. Comme ceux juste avant moi, je pénètre à l'intérieur d'une colonne de lumière qui m'emmène au cœur du volume lumineux. Soudain, le temps se distend et je m'élève vers le prisme, avec la sensation unique et indescriptible de plonger dans l'infini.